Camarades, bonjour. Aujourd'hui, beaucoup l'ont attendu, il est temps. C'est la fin. Non, pas la fin de la chaîne, on vient à peine de la commencer, faut pas déconner. Mais la fin, temporaire, de notre aventure commencée il y a maintenant environ 8 mois sur Clovis. Alors conquête, conversion, politique, trahison, mariage, ensemble on a quasiment tout vu. Et vous allez me dire que pour cette dernière vidéo, on n'aura rien de bien nouveau. On le connaît le bonhomme maintenant. Bah c'est ce qu'on va voir. Déjà, comme d'habitude, la dernière fois, on s'était arrêté sur un Clovis assez dominant qui venait de mettre une TT aux Visigoths et doubler la superficie de son royaume. Alors que Clovis remonte au nord direction Tours, son armée, elle, finit par pacifier les quelques derniers bastions visigoths. Et pour la première fois, il semblerait que Clovis n'ait pas de plan sur l'après-conquête. Il est maintenant soit craint, soit respecté, ou un allié. Son royaume est un des plus étendus en Occident, et semble intouchable, l'empereur lui-même l'aurait nommé Auguste. Oui, je dis aurait, car on va le voir là encore Grégoire, il a dû faire une belle boulette. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. D'après Grégoire de Tours donc, une fois la victoire en poche, Thierry, le fils de Clovis, rentre à Paris, pendant que lui profite de son retour au pays en passant par les villes nouvellement franques, et s'arrête alors à Tours, symbole même de sa victoire. Une fois à Tours, Clovis veut fêter ça comme il se doit, et montrer à quel point il pèse. Et comme il se considère comme romain, ça on l'a vu depuis le temps, forcément, il va organiser un triomphe. Il se rend alors à la basilique Saint-Martin, oui c'est logique, enfin d'après Grégoire ça l'est, et remercie Dieu pour sa victoire sur les vilains Ariens, et enfile alors une tenue pourpre classique des impérateurs en triomphe, ainsi que d'après Grégoire la chlamyde, un manteau d'origine grecque qui est en train de redevenir à la mode chez les Romains orientaux. En fait, par cette scène, Grégoire, il fait son taf de propagandiste. Il nous montre encore une fois avec une subtilité digne d'un débat politique au PMU que Clovis est un prince chrétien s'inscrivant dans une continuité romaine à la fois passée, avec le manteau pourpre, mais également actuelle, avec la chlamyde. Une fois sa paix comme jamais, Clovis monte alors sur son cheval, blanc évidemment, et défile dans les rues de Tours sur un trajet allant de la basilique à l'église. Le tout en jetant des pièces d'or et d'argent, avec sa trogne dessus, histoire de bien comprendre que c'est lui qui pèse et que c'est lui le vainqueur. Et une fois arrivé à l'église, Clovis rend hommage à Dieu. Et on ne sait ni comment, ni par qui, ni pourquoi, mais il est couronné, comme symbole de sa victoire. Certainement avec une couronne de laurier, tradition. Et c'est là que, d'après Grégoire, toujours, Clo-Clo aurait alors reçu une ambassade romaine pour le féliciter de sa victoire, et le nommer Auguste, ou consul. Parce que oui, pour une fois Grégoire, il avoue qu'il sait pas tout. Et du coup, il nous met les deux titres. Si cette scène, qu'on croirait complètement importée depuis le triomphe de Rollo dans Vikings, j'ai pas les droits, je peux pas vous la mettre, mais vous irez chercher, en fait, il y a plein de petits détails qui nous permettent de remettre en question ce moment clé et fondateur du règne de Clovis. Déjà, pour commencer, d'après Bruno de Mézil, l'introduction de rites chrétiens dans ces cérémonies de triomphe, c'est-à-dire grosso modo le trajet de la basilique à l'église, c'est très étrange. Ce serait une sorte d'innovation pour l'époque, car les premières traces écrites qu'on a de ce genre de pratique sont de Justinien, du bon siècle, mais pas les bonnes années. Par contre, vous allez voir, ça va revenir souvent, Grégoire, il est contemporain de Justinien, et a sûrement entendu parler ou lu des descriptions de ses triomphes. Autre fait allant dans ce sens, le jet de monnaie de Clovis au badaud, avec sa trogne dessus, pour montrer que c'est lui le roi. Là encore, petit problème. Déjà parce que, archéologiquement, d'après mes connaissances et ce que j'en ai lu, on n'a aucune trace de telle monnaie. Et en plus, au 6e siècle, aucun roi franc ne se risquerait de frapper une monnaie d'or, et encore moins avec sa trogne dessus. C'est l'apanage de l'Empire d'Orient, il y a un mec et un seul qui va essayer, un petit-fils de Clovis, et on verra ça un jour, il y a eu des conséquences. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, Le plus probable, une fois de plus, serait que Grégoire, soyons logiques, n'a certainement aucune idée de ce à quoi devait ressembler un triomphe après la période antique, et regarde donc ce qui se passe à son époque. Après le triomphe à rite chrétien de Justinien, on a également le triomphe de Bélisaire, à Syracuse en 534, durant lequel, justement, le général aurait jeté des pièces d'or et d'argent à la foule, pour montrer la puissance de Constantinople à leur égard. Bien que légèrement antérieur à Grégoire, qui serait né vers 538, les triomphes de Bélisaire et Justinien ils doivent être assez connus. Il aurait fallu une sorte de parallèle avec celui de Clovis, d'où par exemple le port de la chlamyde. Donc une fois de plus, attention aux sources.
Les sources c'est bien, les sources c'est la vie, mais Grégoire, c'est moyen. Bref, ces parallèles sont assez douteux, assez étranges, mais passons, pourquoi pas. Par contre, on a un autre petit problème, la titulature de Clovis. Et là, par petit problème, en fait on a plusieurs problèmes. Déjà, si, et seulement si, Anastase lui accorderait un titre, ce qui est assez logique puisque ce serait un cliché de la diplomatie romaine orientale puis byzantine, le plus probable aurait été le titre de consul et de manière honoraire, mais pas du tout celui d'Auguste. Si Michel Rouche nous affirme que le titre d'Auguste pour Clovis est possible, puisque durant l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, il pouvait y avoir plusieurs personnes se revendiquant empereur, et donc de fait Auguste, et ce, en même temps, surtout durant le Dominat, l'accès à cette titulature pour Clovis serait alors un cadeau de l'Empire pour le reconnaître comme un vice-empereur d'Anastase, toujours d'après Michel Rouche. D'autres historiens, par contre, comme Bruno de Misil ou Jean Leclin, eux, penchent plutôt sur la thèse du consul honoraire. Bruno de Misil, avec lequel je suis assez d'accord, nous explique, dans sa biographie de Clovis, que ce titre d'Auguste est tout simplement impossible, même pour un roi allié des Romains, car même avec la fin de l'Empire dans sa partie occidentale, n'est Auguste que les empereurs romains. Il cite par exemple les cas d'Alaric Ier, de Théodoric, Gombo, Euric. C'est qui tous ces cons? Bah rappelez-vous, on les a tous vus. Bref, ils étaient des rois proches d'une certaine forme de romanité, tout aussi légitimes, voire même plus que Clovis, à accéder à ce titre, et pourtant, ils n'auront jamais mieux que des titres de consul ou de patrice. Et il n'y a donc aucune raison que ça change pour les yeux de notre beau Sicambre. Clovis peut aspirer au mieux à être un roi fédéré, un haut fonctionnaire comme son père, mais en aucun cas l'égal de l'empereur. D'ailleurs, si jamais on veut pousser un peu plus dans ce sens, on peut se demander, très pragmatiquement, comment une ambassade romaine peut se retrouver à Tours en 508. Pas que le principe même de ce voyage est impossible, faut pas déconner, mais juste que, les Goths, Ostrogoths et Visigoths sont en guerre contre les Francs et les Romains courant 507-508, ça vous a pas échappé ça. Ou alors c'est que j'ai très mal fait mon boulot. Clovis ne dispose d'aucun port en Méditerranée, l'Italie est impossible à traverser pour une ambassade romaine dans ces années, et les tribus germaines à l'est du royaume ostrogoth sont également hostiles aux Byzantins. En gros, on peut se demander comment une ambassade a fait pour arriver jusqu'à Tours en pleine guerre, mais surtout, comment elle a fait pour repartir. Parce qu'une fois que Grégoire annonce la titulature que Clovis aurait reçue, ils disparaissent du récit complètement. Mais ils peuvent pas rester à Tours éternellement, faut bien qu'ils rentrent à la maison. Et sauf que comment ils vont faire? Aucune idée. Encore une fois, grâce à Grégoire, on a beaucoup de questions, et très peu de réponses. Ça c'est vrai ça! Mais bon, arrêtons de pinailler, on a à peine commencé, et on s'enlise déjà. Et j'ai dit que je faisais une vidéo, et une seule sur la fin de Clovis, on va s'y tenir. Donc une fois que Clo-Clo aurait fini le triomphe, il est temps de rentrer à la maison. Ça va bientôt faire 2 ans qu'il est parti, et il y a du boulot qui l'attend. Clovis prend alors la route de Paris, où Thierry, son fils, l'attend déjà pour préparer la suite. Car oui, si dans l'immédiat il n'y a pas de conquête de prévu, il y a quand même un sacré bordel à gérer. Comme on l'a vu, Clovis n'est pas le roi de tous les Francs, simplement d'un royaume franc, le royaume salien. Les autres royaumes francs sont certes des alliés plus ou moins soumis à Clovis, des membres de sa famille plus ou moins proches, mais il ne les contrôle pas vraiment. Et avec toutes ces conquêtes, le Regnum Francorum est maintenant composé de Saliens, de Rhénans, de Romains, d'Armoricains, d'Alains, de Visigoths, de Burgondes, d'Alamans, d'Ariens, de Lycéens, de Païens... Américains, Allemands... Bref, de beaucoup de monde, et tout ce petit monde, sont très différents. Et le souci principal pour Clovis, maintenant, c'est la pérennité de son œuvre. Et donc, de sa succession. Le souci principal de cette succession, ce sont pas ses enfants. Il en a 4, le royaume sera partagé en 4. C'est le partage salique, c'est la loi. Ça, c'est réglé. Mais par contre, aux yeux des Francs, tous ces enfants ne pourraient pas être vraiment légitimes, car les chefs des autres royaumes francs sont également des membres proches de la famille de Clovis, et ils ont déjà du pouvoir, des troupes, une renommée, et pourrait y avoir conflit d'intérêts, et tenter de récupérer les royaumes des gamins. Et ça pourrait être un problème, mais il n'y a pas 50 solutions. Va falloir trancher dans le vif. Littéralement. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Dans cette liste des potentiels dangers, 4 noms reviennent tout de suite. Sigebert, à Cologne, le roi des Rhénans, Chéraric, roi dans le nord de l'actuelle Belgique, Ragnacaire, le roi de Cambrai, et Rignomer, le roi du Mans. Ces 4 rois, et bien sûr leurs frères, fils, neveux, petits-fils, sont un véritable danger pour la succession. Et ça, Clovis, il le sait que trop bien. Par contre,
Problème, ce sont des Francs. Des Francs puissants, des Francs de sa famille, et même de sa famille proche. Il ne peut pas tout simplement tous les assassiner gratuitement. Chez les Francs, et chez plein d'autres personnes d'ailleurs, le parricide, c'est assez mal vu. À leur hasard de sa nouvelle amitié avec les Grecs, ou pas, je vous laisse seul juge, Clovis tente alors une nouvelle approche du problème. Après la diplomatie, après la francisque, place à l'intrigue politique. Premier objectif donc, le royaume le plus dangereux, le royaume rhénan de Cologne. Pendant que toute la petite troupe rentre chez soi, Clovis prend alors contact avec Clodéric, le fils de Sigebert qui était venu l'aider dans sa guerre contre les Visigoths. Ils ont un petit bout de chemin à faire ensemble, et du coup on profite pour le remercier de son soutien à la guerre, lui dire que lui au moins, il est digne de confiance, pas comme son père, ce vieux boiteux qui a toujours refusé de l'aider. Et que du coup, si Clodéric, Tanguy de service, déciderait que, Sigebert devait avoir un malencontreux accident et que par le plus grand des hasards il deviendrait roi, les Francs-Saliens le soutiendraient quoi qu'il en coûte. Donc la question est simple, de quel côté êtes-vous ? De quel côté ? Oui, c'est-à-dire que soit vous êtes avec moi et vous trahissez votre père, soit vous êtes avec votre père et vous me trahissez moi. Clodéric, qui en a marre d'être un Tanguy, contacte alors son père et demande à ce dernier de bien vouloir lui laisser sa place une fois de plus. Sigebert, évidemment, refuse. Clodéric ne sent pas le coup de pute venir, et du coup, est trop content d'avoir le motif pour se débarrasser de son père. Il va enfin avoir le royaume pour lui tout seul, et du coup, le premier piège se met en place. Alors que le vieux Sigebert part se balader sur les bords du Rhin, parce qu'il n'a que ça à faire quand il ne refuse pas d'aider Clovis, Clodéric engage alors des Rhénans pour le soutenir et explique son plan. Une fois que Sigebert s'est posé dans une clairière plutôt sympa, il pose ses grolles, sa tente et fait une petite sieste l'après-midi, où c'est relâche pour le roi. Et le plan de Clodéric se met alors en place. Il fait signe à ses soutiens que pendant que le roi dort, il est temps. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. Alors que le roi fait dodo au KLM, deux assassins entrent dans la tente royale, l'égorgent, et le boiteux ne se réveillera plus jamais. Clodéric est alors trop content. Il a maintenant le royaume pour lui, et pour lui tout seul, et ça, pour les nombreuses années à venir. Du moins, c'est ce qu'il en pense, le piège est en train de se refermer petit à petit sur lui. Clo-Clo envoie alors une lettre à Clo-Clo. Ouais, on va arrêter avec les surnoms, déjà ça fait pas très pro, et en plus on dit vite rien. Alors Clodéric envoie une lettre à Clovis, beaucoup mieux comme ça, pour dire que, voilà, le vieux est mort, et que maintenant, il attend les ambassadeurs saliens afin de ratifier les traités d'alliance entre leurs deux royaumes, et qu'au passage, pour le remercier de son soutien, Clodéric propose une part du trésor royal de son père à Clovis. Ce à quoi, le roi des Saliens répond favorablement, évidemment, mais avec un léger second degré. Je vais vous citer cette lettre, rapportée par Grégoire de Tours. Clovis écrit alors à Clodéric que il le remercie pour sa bonne volonté et le prie de montrer à tous ceux qui l'envoient toutes les richesses qu'il possède. La formule est certes très cordiale, mais elle sent quand même pas bon, non ? Mais enfin, Clodéric, lui, il est trop content. Il est calife à la place du calife, et il s'exécute. Quand les ambassadeurs sont là, Clodéric fait étaler toute la richesse de son père, pour faire voir à quel point il pèse, et toute la bonne volonté comme l'a demandé Clovis. Les deux ambassadeurs, qui sont évidemment dans les rouages du plan machiavélique de Clovis, demandent à Clodéric si tous les trésors sont là. Clodéric, neuneu de service, il n'y a pas d'autre mot, affirme que oui. Quand il se rappelle, dans une pièce à côté, un coffre où son père avait l'habitude de cacher la monnaie du pain ou quelque chose comme ça. Les ambassadeurs l'accompagnent alors et demandent de vérifier dans le coffre s'il y a encore de la monnaie. Clodéric se penche, regarde dans le coffre, et là, un des deux ambassadeurs en profite pour lui mettre un bon coup de hache dans le crâne. Et d'un, les Francs rhénans n'ont alors plus de roi. Clovis semble être alors le choix le plus probable de la prochaine élection. Mais les nobles rhénans se doutent que la situation est louche. Clovis prend alors les devants, débarque à Cologne, et décide de s'expliquer devant les nobles. Je suis innocent. On dit que le Haut Conseil possède des preuves irréfutables. Vous le croyez ? Dans la foulée, il n'y a pas de raison que les nobles soient les seuls au courant. Il fait réunir alors tout le monde sur une place, et tient un joli discours rapporté encore une fois par Grégoire de Tours, que je suis obligé de vous lire. Vous comprendrez enfin à qui on a vraiment affaire. Clovis s'adresse alors aux Rhénans dans ces termes. Écoutez ce qui est arrivé. Je naviguais sur l'Escaut lorsque Clodéric, fils de mon parent, poursuivait son père en disant que je voulais le tuer. Pendant que le père fuyait dans la forêt de Bucony, son fils a envoyé contre lui des voleurs qui le tuèrent. Ce fils, ensuite,
en ouvrant les coffres qui renfermaient les trésors de son père, a été tué par je ne sais qui. Pour moi, je n'ai participé en rien à tout ce qui s'est passé. Je suis incapable de répandre le sang de mes parents, ce qui serait un crime. Mais après de tels événements, je vous demande, si vous le trouvez bon, de vous unir à moi, afin que vous soyez sous ma protection. Parce qu'en plus, monsieur séduit. Séduit pas, j'en goûte. Après un tel discours digne des plus grands politiciens véreux que ce monde ait porté, les Rhénans sont super fans de Clovis. On chope le roi, on le pose sur un pavois, et il est hissé en l'air. Dans la plus pure tradition germanique, Clovis est maintenant le roi des Rhénans. Longue vie à mon sire! Longue vie à notre sire! Qui est ce vilain? Probablement à la plus grande surprise de Clovis, le plan fonctionne, et il peut donc continuer la sécurisation de sa lignée, et il n'en reste alors plus que 3. Clovis, rancunier de service, vous commencez à le connaître, se tourne alors vers Chararic. Pourquoi? Je vous rappelle un petit peu les faits, on les a vus ensemble dans une des premières vidéos. Alors que Clovis était un tout jeune roi, et qu'il avait vraiment besoin d'alliés dans son combat contre Syagrius, Chararic n'avait pas levé le petit doigt. Il avait attendu la fin de la bataille pour voir de quel côté la victoire penchait, et les envoyer du côté de Clovis, sans doute prétextant un retard sur la ligne B. La guerre contre Chararic est alors assez expéditive, on n'a pas vraiment de description. Les rois francs mineurs ne font plus le poids face à Clovis, et Chararic et son fils sont alors capturés. Ils sont traînés devant Clovis, ils sont enchaînés pour les humilier, et pour rajouter l'insulte à l'humiliation, ils sont tonsurés. Insulte suprême chez les Mérovingiens, surtout quand on est issu du pouvoir royal. Les cheveux longs étaient symboles de pouvoir et de virilité, alors forcément quand on leur coupe les tifs, les gus, ils le prennent mal. Pour eux, la mort aurait été une situation bien plus enviable. On aura le temps de faire un baume nourrissant aux algues marines et peut-être une couleur? Non. Tant pis. Pas très sympa celui-là. J'en sais quelque chose. Mais bon, s'il peut les humilier en toute légalité, il peut pas vraiment les exécuter. Ils ont rien fait de mal. Il faut trouver une raison. Et pour ça, pas de problème. Cette raison, elle va venir tout seul de la part de Chararic. Une fois tonsuré, Chararic et son gamin sont ordonnés prêtres et diacres. C'est assez classique, encore une fois, chez les Mérovingiens. Et d'après Grégoire, pendant qu'ils ruminent leur défaite, ils se jurent de revenir un jour et de tuer Clovis. Mais Clovis, il est loin d'être idiot, il les fait surveiller, et du coup, quand il apprend leur volonté, il l'a à son casus belli. Il les fait exécuter pour trahison, et d'un royaume de plus pour Clovis. Il n'en reste maintenant plus que 2. Le prochain sur la liste est alors le plus proche. On fait plus dans la finesse. C'est maintenant au tour de Cambrai, dirigé par Ragnacair. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Faut la jouer un peu plus fine. Ragnacair a toujours aidé Clovis, et ce depuis le début. Il n'y a aucun motif de trahison, et pour l'arrêter, ça va être compliqué. Le coup doit venir d'intérieur. Clovis fait alors marcher ses relations à la cour de Ragnacair pour tenter d'avoir un moyen de pression. D'après Grégoire, des proches de Ragnacair auraient alors contacté Clovis à propos des mœurs de son cousin, avec un dénommé Pharon. Dites donc, Jacquard, votre cousin de Montmirail, ce serait pas un petit soin de soin par là? Qu'est-ce que vous appelez soin de soin? Eh oui, personne n'est à l'abri d'avoir un cousin homo et un père alcoolo. Alors véracité ou jalousie de cette relation, on ne saura véritablement jamais ce qu'il en est, mais elle est très mal vue par bon nombre d'aristocrates de Ragnacair, et dans la foulée, Clovis prend contact avec ces derniers, histoire de tâter un peu le terrain. Il demande alors aux leudes, c'est-à-dire les aristocrates les plus proches du roi, de jouer pour lui et de trahir Ragnacair. Afin de s'assurer leur loyauté, Clovis leur fit alors envoyer des bracelets un peu particuliers. Il était de coutume chez les peuples germaniques d'offrir des bijoux entre aristocrates en signe de soutien et de loyauté, et les bracelets envoyés par Clovis étaient alors en bronze. Rien de particulier, vous me direz? Eh ben si, justement, le bronze. Quand c'est tout neuf et tout poli, le bronze, c'est beau, ça ressemble à de l'or. Et les leudes les ont pris pour tels. Du coup, Clovis met alors ses troupes en mouvement, direction Cambrai, mais sans franchir la frontière ni déclarer la guerre. Il fait rien de mal. Ragnacair, qui se demande quand même ce qui se passe et qui trouve les actions de Clovis très cheloues, mobilise ses propres troupes, fait de même, et envoie des éclaireurs à la recherche de la position des Saliens. Les éclaireurs, qui sont évidemment aux ordres des leudes, donnent alors la position de Clovis, mais en disant à Ragnacair qu'il s'agissait de renforts francs. Car d'après les lois,
Si Clovis aurait franchi les frontières, Clovis était l'agresseur et sans aucune raison, et Ragnacaire s'attendait à recevoir des renforts francs. La ruse est finaude. Quand les deux armées se rencontrent alors pour faire jonction, Ragnacaire se rend compte de la supercherie. Il est alors déposé par Séleude, et lui et son frère Richard sont amenés enchaînés devant Clovis. Les voyant tous deux ainsi enchaînés et humiliés, Clovis exécute Ragnacaire, car ce dernier, qui est son cousin direct, vient d'apporter la honte à sa famille. Pourquoi ? Il s'est fait piéger par ses propres troupes, il a rien vu venir, et en plus, il a même pas été foutu de mourir au combat. Quant à Richard, le petit frère, lui aussi il est exécuté. On l'accuse d'être un lâche, il a même pas pu aider son frère et son roi à s'échapper, et du coup, pas de jaloux, emballé s'est pesé, les deux sont exécutés. Quant aux Leudes, c'est à ce moment, d'après Grégoire, qu'il se serait rendu compte que finalement leur breloque, c'est du toc. Et du coup, ils sont vraiment pas contents. Ils vont voir Clovis pour aller se plaindre, histoire de dire que c'est quoi ces merdes. Mais le roi franc leur rétorque qu'ils ne méritent pas mieux. Ils ont été capables de livrer leur roi pour des babioles, et ils ne méritent alors pas mieux que du toc, et devraient déjà se féliciter d'être encore en vie. Il n'en reste alors maintenant plus qu'un. Grégoire ne se donne même pas la peine de le nommer, ou de décrire cette dernière campagne. Il nomme simplement juste la capitale, Le Mans. Ce qui, du coup, d'après Michel Rouche, nous permettrait de penser qu'il s'agirait de Ringomer. Mais bon, ça n'a pas d'importance, la guerre n'est même pas décrite, elle est expéditive, Clovis lui roule dessus, et lui fait probablement subir le même sort qu'à tous ses autres cousins. Non, mais je crois que mes ambitions se résument clairement. La férocité avant tout. Mais bon, je dois quand même vous rappeler que toutes ces manœuvres dignes de Game of Thrones ne sont mentionnées pour la première fois que par Grégoire, et sont donc à prendre avec des pincettes. Les sources c'est bien, les sources c'est la vie, mais attention, il faut pouvoir les mettre en parallèle. Et quand on peut pas comme ici, et quand elles sont douteuses, un peu comme Grégoire l'est, on est sujet aux interprétations personnelles. Et par exemple, ça vaut ce que ça vaut, ça n'engage que moi, mais toutes ces actions, selon moi, sont assez probables quand on connaît le loustic, mais à ne pas prendre pour argent comptant. Bref, c'est donc officiel qu'il ait tué tout le monde ou pas, toutes les Gaules franques sont maintenant sous le contrôle d'un seul homme, Clovis. Et ça, pour sa succession, c'est bien, puisque ses fils, et seulement ses fils, seront alors à même d'avoir des revendications sur ces terres. Ouais, Clovis, si jamais ses cousins font la guerre à ses fils, ça l'emmerde, mais si ses fils s'entretuent, ça, il s'en bat les couilles. C'est peut-être pas le père de l'année, mais je pense qu'au moins les minots peuvent le remercier, parce que là, papa, il vient de leur assurer un futur. Mais bon, une fois que tout ce petit monde est éliminé, Clovis est maintenant le dernier de sa génération, et d'après Grégoire, ça lui file un petit coup au moral. C'est sûr que les repas de famille devaient plus y avoir la même gueule. Mais bon, ces dernières années, Clovis vérifie de n'avoir oublié personne pour contester ses fils, et décide de mettre un petit coup de propre encore dans son administration de son royaume. Il en profite pour convoquer un concile le 10 juillet 511 à Orléans. Et d'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous remarqueront que cette fois, c'est Clovis qui s'accoutume auprès de l'ecclésiastique et non l'inverse en le faisant en juillet. Il a compris que ces vieux messieurs, ils voulaient pas trop bouger en hiver. Bon, lors de ce concile, on va voir ça assez rapidement, tous les évêques du royaume sont réunis. Bon, tous, non. Les évêques de Toulouse, d'Albi et de quelques bleds perdus dans les Pyrénées refusent, considérant Clovis comme un usurpateur et préférant toujours l'autorité wisigoth en Espagne. Manque aussi, évidemment, les deux évêques des Gaules accoutumés aux absences, Ruricus, l'évêque de Limoges, qui est malade à chaque réunion, et bien sûr Rémi. Le concile se passe pas chez lui, et du coup notre casonnier de service, il a la flemme. Ainsi, on compte environ une trentaine d'évêques qui se seraient réunis à Orléans, et ce qui nous permet, de par leur épiscopat, de dessiner un peu une carte de l'étendue du pouvoir royal de Clovis en 511. Le concile établit alors la condamnation de l'arianisme, établit aussi la conversion des ecclésiastiques ariens au christianisme nicéen, et met de l'ordre dans les textes issus du royaume wisigoth. On tombe par exemple sur le bréviaire d'Alaric, il est traduit et adopté. C'est mélange de latin et de langue wisigoth. Oh là là, c'est la langue du diablote. Outre ces questions théologiques et administratives, le concile a surtout lieu pour montrer aux nouveaux évêques du royaume l'intégration pleine et entière de leurs nouveaux sujets qu'ils représentent, et montrer alors une sorte d'unité au sein du royaume franc, où Clovis les dirige, mais où l'église est respectée. C'est alors, un petit peu plus tard cette année, que d'après Grégoire, Clovis serait mort le 27 novembre, à l'âge canonique de 45 ans, laissant alors une Clotilde triste et un Rémi dévasté. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote.
Comment? Pourquoi? Grégoire? Il nous le dit pas. Par contre, il nous dit qu'il est enterré à la basilique des Saints Apôtres, que Clovis avait fondée, et que Clotilde en profite alors pour quitter Paris, pour rejoindre Tours, sorte de capitale religieuse chez les Mérovingiens. Ville que Clotilde ne quittera jamais, à part pour de quelques rares occasions, comme pour préparer la succession de son mari. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Et voilà, on en a enfin fini avec Clo-Clo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette série sur les méros vous a plu, et qu'aussi j'ai pu éclaircir quelques points, débunker d'autres, enfin bref, avoir fait un bon travail. Alors oui, comme je vous disais la dernière fois, on en a fini avec les méros, pour le moment. On y reviendra. Là, pour le moment, j'ai 2-3 scripts de prêt pour le reste de cet été, histoire de voir si on peut faire un peu autre chose, souffler un peu, faire souffler un peu la chaîne, ça vous fera du bien, et ça me fera du bien aussi. Sinon voilà, pas grand chose d'autre de nouveau du côté de la chaîne. Pour être honnête avec vous, je réfléchis de plus en plus à partir sur du facecam, parce que, avec un format comme celui-là, où je pinaille pendant 3 heures sur un mec, l'icono, ça devient un vrai problème. Les images tournent en rond, j'essaie de les varier à un maximum, mais c'est pas ça, j'en suis pas totalement content, et je passe de plus en plus de temps à devoir chercher l'image que je n'ai pas encore, qui peut faire le taf, mais voilà, c'est un peu complexe. Là, sur Clovis, déjà, on n'a aucune représentation d'époque. Et à part le baptême ou vase de Soissons, les illustrations de Clo-Clo, il n'y en a pas des masses. Alors bon, pour des mecs comme Ragnacaire, Richer, Sigebert, etc., je vous laisse imaginer la galère que c'est. Et au moins, je me dis qu'avec une facecam, j'aurais plus besoin d'avoir des plans fixes d'images, qui seraient relativement accurate, et je pourrais pinailler un peu comme je veux sur n'importe quel sujet ou quel personnage, sans avoir à me tracasser de me dire « Merde, j'ai pas la bonne photo, j'ai pas le bon tableau, j'ai pas le bon dessin. » Mais bon, si j'y réfléchis, c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait, parce que faut investir dans du matos, caméra, lumière, etc., et pour le moment, j'ai pas le budget. Et puis surtout, je vis dans un tout petit appart, et les angles de vue ne sont pas non plus les plus optis pour ça. Donc bon, j'y réfléchis, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça aussi que la prochaine vidéo sera sur un autre sujet, ça fera respirer la chaîne, et surtout, ça fera respirer l'icono, et ça c'est cool. Voilà, je crois que c'est tout, ça doit être la vidéo la plus longue de la chaîne, je crois. On va dire que c'était un cadeau pour les 1 an. Mais bref, je vous retrouve très vite, bonnes vacances à ceux qui ont la chance de l'être, bon courage aux autres, soyez sages, le bisou.